Bon, c'est peut-être un peu peur de vouloir passer juste devant, mais pas dans le quartier. Ça au moins dans le quartier, c'est pas juste devant le truc. Parce qu'il y a des gens de Bon, ben, je vous propose qu'on commence, hein, un peu en retard comme d'habitude. Bon, je vais vous donner quelques mots de présentation déjà pour que vous sachiez un peu qui vous parle. Et puis je pense que d'un point de vue technique, on se donnera un moment pour discuter. Enfin voilà, je vais faire une intervention qui ne sera pas trop longue, j'espère. Présenter un peu un point de vue sur, disons, comme ça a été présenté, la révolution écologique cubaine. C'est-à-dire, moi j'avais intitulé ça autrement. J'aurais voulu mettre un titre qui aurait été plutôt Cuba et l'agroécologie. Pourquoi ça marche? Et comme sous-titre, pourquoi ça ne marche pas, si on caricature un petit peu, quand on parle du bio en général dans nos pays, que je dirais capitalistes, soit dans un système qui n'autorise pas forcément ce genre de politique écologique. Donc sur ce point-là, c'est un peu pour réparer une sorte d'injustice sur les acquis, je dirais, de la révolution socialiste dans son aspect écologique, et pour essayer de chasser un peu des idées peut-être préconçues sur les modalités dans lesquelles on réussit à avoir ce genre de succès au niveau de ce que fait Cuba aujourd'hui en termes d'écologie. Donc moi personnellement je suis juste un professeur de SVT qui s'intéresse beaucoup à ces sujets, notamment politiques et aussi d'un point de vue scientifique sur ce qu'on appelle l'agroécologie. Je vais définir ce terme progressivement parce que vous entendez plus parler du bio en fait, hein, de l'agriculture biologique. L'agroécologie c'est un terme plus large et vous comprendrez, j'espère, une fois que j'aurai expliqué un peu tous les détails, pourquoi les Cubains eux-mêmes, y compris, préfèrent ce terme plutôt que l'agriculture biologique. Je suis membre militant d'une association qui s'appelle France-Cuba et qui lutte notamment contre le blocus, le blocus qui est fait à cette île depuis 1961 et qui donc explique en partie d'ailleurs certains succès dans leur politique écologique, j'y reviendrai. Je fais partie aussi d'un cercle de réflexion marxiste qui s'appelle le cercle Henri Barbusse et qui a notamment produit récemment, l'année dernière, une brochure qui s'appelle L'écologie à la lumière du marxisme, qui ne s'intéresse pas spécifiquement à la question cubaine, mais qui s'intéresse en fait aux enjeux de l'écologie aujourd'hui et à l'analyse marxiste qu'on pourra en faire. Voilà. Donc je vous ai annoncé la couleur d'un point de vue un peu politique, on pourra en discuter après si vous voulez, sur soit des choses que vous n'auriez pas compris dans ce que j'ai exposé, ou des choses sur lesquelles vous ne seriez pas d'accord et sur lesquelles ce serait intéressant justement d'échanger un peu après. Donc je vais faire une intervention pour environ 3 quarts d'heure je crois. On ne va pas excéder, on ne va pas faire trop long. Pas trop de détails non plus. Alors si vous voulez des détails, j'ai même prévu des petites vidéos après, hein. Ça peut être intéressant de voir de mettre un peu en image des éléments intéressants qui ont pu passer via Internet ou d'autres médias sur les acquis de la politique écologique à Cuba. Donc, pourquoi ça marche à Cuba? Et surtout, pourquoi... Enfin, c'est la question en fait qui permet, à titre d'introduction, d'expliquer pourquoi ça ne marche pas ici, je dirais. Vous avez entendu parler, vous savez que d'ailleurs on s'alimente souvent avec le bio en France, je vous remercie, ça marche. Le bio en France, c'est à mon sens deux formes qui sont assez antagonistes. Il y a une forme de bio qui est, je dirais, la vraie agriculture bio qu'on produit dans des fermes souvent coopératives et qui représente un peu des îlots dans un océan d'agriculture intensive où on utilise massivement les pesticides. Donc c'est un cas dans lequel on essaie de recréer un système d'échange dans le contexte d'un système qui ne permet pas forcément à ces coopératives de se développer. Et puis il y a, je dirais, le faux bio qui commence à devenir très massif, hein, dans les supermarchés notamment, qui s'appelle aussi le bio low cost, et qui fonctionne sur un mode qui est en total antagonisme avec ce qu'on pourrait imaginer. C'est pour ça que je vous parlais d'agroécologie. L'agroécologie, c'est vraiment le contraire de ce qu'on appelle le bio low cost. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si vous avez déjà entendu parler, quand vous allez dans votre supermarché et que vous trouvez des produits bio, parce que ça se vend bien, que c'est légèrement un peu plus cher que les produits de base, c'est pas nécessairement plus bon, parce qu'on fait un peu meilleur, parce qu'on n'a pas
C'est pas le but, c'est pas le goût forcément, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pesticides et que d'un point de vue sanitaire, on puisse au moins avoir cette garantie. Et en fait, on a souvent des produits qui sont cultivés hors sol. Vous voyez les images, quand on cultive hors sol, vous allez trouver des tomates par exemple dans les supermarchés qui sont cultivées en Espagne. Donc ça suppose déjà un trajet, une consommation de carburant. Donc évidemment, c'est bio dans le sens où il n'y a pas d'usage de pesticides et d'engrais chimiques, mais ça se traduit dans les faits par une production massive dans laquelle effectivement on n'utilise pas de pesticides, mais on essaye de limiter les pertes par d'autres moyens qui sont presque aussi voire plus inconcevables que l'usage de pesticides. On finit par entrer dans des sortes de cliniques. Cultiver hors sol, c'est un non-sens pour les agroécologistes qui croient vraiment dans les principes de la restauration de la fertilité des sols, etc., comme c'est le cas à Cuba. Faire de la culture hors sol, c'est réintroduire un modèle, je dirais, mécaniste et chimiste, c'est-à-dire anti-biologique, dans la production bio. Alors évidemment, comme c'est une production massive, on arrive à faire un prix qui n'est pas forcément, qui est un tout petit peu plus cher, mais qui reste accessible, mais à un coût énergétique qui est énorme. Voilà. Il y a donc une contradiction dans le bio en France entre deux choses. Soit on produit vraiment du bio dans des fermes avec le respect de tous les principes qu'on appelle le principe de l'agroécologie, mais dans ce cas-là, on s'adresse à des couches sociales qui sont capables d'acheter ces produits et qui représentent une certaine forme de petite bourgeoisie, je veux dire, moi et vous peut-être. Enfin. Donc on n'a pas la satisfaction des besoins alimentaires de la population tout entière, on continue, nous on ça va, et puis les autres qui continuent à manger comme avant. Et puis de l'autre côté, on fait du bio low cost qui n'est pas forcément meilleur, qui coûte un maximum d'énergie, et qui peut-être s'ouvre à une population plus grande, mais qui ne répond absolument pas à ce qu'on appelle l'écologie dans ses principes. Alors je vous ai fait cette introduction pour vous expliquer à la fois pourquoi on parle d'agroécologie plutôt que simplement d'agriculture bio, et pourquoi, à ma connaissance, après on pourra en parler, parce qu'il y a dans le sillage de Cuba, il y a aussi d'autres pays maintenant en Amérique latine notamment qui s'inscrivent et qui commencent à faire des choses dans ce domaine. Cuba est le seul pays qui résout cette contradiction entre nourrir tout le monde et donc garder un prix qui soit accessible à tous, et puis respecter des principes qui soient réellement ceux de l'agroécologie. D'ailleurs, pour vous donner quelques graphiques, enfin ou quelques éléments chiffrés, vous voyez Cuba qui se retrouve un peu tout seul dans le coin supérieur droit de mon graphique, où on essaye d'évaluer. Alors ça c'est quelque chose qui a été produit par on appelle ça une association humanitaire qui s'appelle WWF, vous connaissez sans doute, voilà, qui n'est pas soupçonnable d'être pro-castriste dans les faits, quoi, et qui place Cuba à la seule position où finalement on résout la contradiction entre un IDH, donc l'IDH, peut-être vous savez ce que c'est l'indice de développement humain, c'est-à-dire en fait la résultante de plein de paramètres qui donnent l'espérance de vie, le niveau de pauvreté ou de misère, la santé, enfin plein d'indices qui permettent de savoir si le peuple est plus ou moins dans de bonnes conditions massivement ou pas. Donc cet indice de développement humain, évidemment, vous voyez en haut que les pays riches se situent évidemment dans ce cadre où la majorité a une espérance de vie assez haute. On a une consommation de calories par habitant qui est assez haut aussi par rapport aux pays du Sud. Et on trouve Cuba qui est assez compétitif de ce point de vue-là par rapport aux pays riches. Par contre, vous voyez qu'on se retrouve avec comment dire, une empreinte écologique. Alors, je ne vais pas développer non plus la notion scientifique d'empreinte écologique, mais enfin en gros, l'empreinte écologique c'est ce qu'on consomme en termes de surface, y compris surface cultivée, par habitant pour satisfaire nos besoins, en particulier nos besoins alimentaires. Donc en fait ça chiffre par hectare, vous voyez on peut avoir besoin par Français de 3 ou 4 hectares pour satisfaire l'ensemble de nos besoins, à commencer par la production agricole. Et bien dans ce cadre, l'empreinte écologique, et la meilleure, c'est celle qui est la moins haute. Nous, on a une empreinte écologique énorme, c'est-à-dire qu'on consomme énormément pour satisfaire nos besoins. Vous voyez que Cuba se situe là, dans la partie avec les pays du Sud, qui ont une empreinte écologique basse. Évidemment, c'est un pays qui
qui fait partie des anciennes colonies, donc qui se développe, qui n'est pas un pays industrialisé comme une autre, et qui n'est donc pas partie de la même situation pour arriver à ce résultat. Donc ceci pour cadrer un peu, si vous voulez, en quoi c'est un peu injuste, quand on s'intéresse à l'agroécologie, de ne pas citer ce pays comme étant un des leaders dans ce modèle-là, et je ne parle pas de social ou d'économique, mais je parle seulement de la question écologique. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la réussite de Cuba un peu plus dans les milieux qui s'intéressent à ce sujet? Donc ça peut être intéressant, mais justement, avant de commencer, je vais faire un plan, hein, je vous l'annonce tout de suite, en 3 petites parties, qui sont très marxistes hein, dans leur approche, mais je vous expliquerai très clairement pourquoi j'ai choisi de faire ça. Je vous donnerai quand même quelques chiffres pour commencer, pour vous indiquer à quel point finalement ça n'est pas polémique de dire que Cuba est leader dans ce domaine. C'est de notoriété publique quand on cherche un peu. Hein. Et l'ensemble des organisations humanitaires qui se penchent sur le sujet, et aussi l'ONU, qui est une organisation qui est peu soupçonnable aussi de supporter les grandes dictatures dans le monde, hein, dans l'hémisphère sud, ne considère pas que ce soit polémique de donner ces marques de succès à Cuba. Donc ça c'était pour expliquer l'idéage, voilà. Alors quelques dates et ensuite je vous expliquerai en quoi. Ça ne sert à rien de donner quelques dates simplement pour vous citer, pour vous prouver que c'est vrai. Ce n'est pas vraiment l'enjeu. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer pourquoi c'est Cuba qui est leader et dans quel contexte, si vous voulez, le socialisme cubain est partie prenante réellement dans ses succès, et comment les succès de l'agroécologie, en retour, est partie prenante dans le maintien, dans la pérennité du système socialiste tel qu'il est. 2006, je vous donne quelques dates assez récentes. 2006, on reparle de cette organisation qui s'appelle WWF, dit pour la première fois que Cuba a atteint le niveau de développement durable. C'est un mot qu'on utilise assez souvent en développement durable. On dit que, en tant que pays en tout cas, Cuba est le seul à avoir atteint ce stade, au moins en 2006. C'est assez important de le rappeler parce que ça implique effectivement, il faut derrière essayer d'expliquer pourquoi, hein, c'est pas par hasard. Une autre organisation qui s'appelle Global Footprint Network, c'est ceux qui ont inventé cette idée d'empreinte écologique, classe Cuba parmi les empreintes écologiques les plus basses du monde. En 2006, la même année, je vous donne quelques dates comme ça en vrac, vous avez un agronome cubain qui reçoit le prix, Humberto Rios Labrada, c'est un agronome qui est devenu célèbre pour un programme de l'innovation locale dans l'agriculture et l'élevage. Alors on en reparlera, mais c'est important de voir à quel point l'agronomie, c'est-à-dire l'aspect scientifique, si vous voulez, donc le système de formation et le système scolaire à Cuba, est important pour expliquer pourquoi, même en termes agronomiques, et pas seulement au niveau des agriculteurs eux-mêmes, les réussites s'appuient sur des réelles découvertes, des réelles innovations sur le plan scientifique. Et ce programme en 2006 rassemble 50 000 paysans, donc on a des chiffres un peu superlatifs, hein, dans 14 provinces cubaines, ça veut dire dans tout le territoire, on a la capacité d'entraîner la très grande partie de la paysannerie cubaine dans ce programme, c'est quelque chose de totalement inédit. Hein. Le principal problème pour appliquer une politique agroécologique, c'est de convaincre les paysans de le faire. Et convaincre les paysans, vous savez que ça c'est un truc sociologique, c'est très difficile de convaincre des gens qui font ça depuis des générations et des générations, d'appliquer, y compris en termes d'agriculture intensive, de leur faire changer d'avis et de leur montrer par l'exemple, hein, que ça marche aussi et que c'est même mieux, etc. Pour vous donner aussi des chiffres sur le passage, là je vais rentrer un petit peu dans des aspects historiques. Il faut savoir que Cuba est une île qui pratique l'agriculture intensive jusqu'en 1990, l'effondrement de l'Union soviétique, du camp socialiste qui était le principal et seul partenaire de Cuba jusqu'à cette époque. Donc évidemment, ils ont appliqué un modèle qui était en adéquation avec celui de l'Union soviétique jusqu'à un certain point. À partir du moment où l'Union soviétique s'effondre, ils se trouvent face à un mur et ils sont obligés, si vous voulez, du fait de l'embargo et de son resserrement,
de changer de politique, y compris pour nourrir la population. Et comme il n'y a plus d'échange qui permet d'acheter des pesticides, etc., ils se retrouvent devant l'obligation matérielle de passer à un nouveau modèle. Mais ce n'est pas l'obligation qui fait qu'on a une réussite derrière, hein, donc il faudra expliquer aussi pourquoi. Voilà, on passe. Alors, en termes d'engrais, vous savez que l'agriculture intensive, c'est l'usage massif d'engrais chimiques et l'usage de pesticides. Alors, en termes d'engrais, on passe de 1 million de tonnes par an utilisées à Cuba avant 1990, 1 million, à 90 000 tonnes aujourd'hui. Donc, on continue d'utiliser des engrais, mais on a une réduction drastique à l'échelle nationale. En ce qui concerne les pesticides, c'est encore plus parlant. On a 35 000 tonnes d'utilisation, enfin 35 000 tonnes de pesticides utilisés par an, donc avant 90. On est passé de 35 000 à 1000 tonnes aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a encore des pesticides. Cuba a la capacité d'acheter des pesticides, y compris à la Chine ou au Venezuela. Enfin, ils ont la possibilité de le faire. Donc s'ils voulaient revenir à l'agriculture intensive, ils pourraient en réalité. Mais ils estiment que quand toutes les solutions de l'agroécologie ont échoué, dans un cas particulier, je ne sais pas, un insecte ravageur qui arrive et qui mange tout, donc il faut quand même bien se nourrir, on considère l'utilisation de pesticides comme le dernier recours. Donc on l'utilise encore, mais vraiment, quand c'est plus possible de faire autrement. Donc il y a encore un chiffre par rapport à l'usage des pesticides, mais il est très très réduit par rapport à ce qu'on faisait avant, hein, ce qui était vraiment le modèle qu'on appelle productiviste, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire on produisait énormément pour l'exportation à destination de l'Union soviétique, qui en échange donnait la nourriture, hein, enfin je veux dire les fruits et légumes, etc., principalement, desquels se nourrissaient les Cubains. On passe donc à un nouveau modèle, on est obligé d'avoir une autosuffisance alimentaire. Alors, autre chiffre, oui, voilà, en 2008, l'ONU, par son programme pour l'environnement qui s'appelle le PNU, déclare que Cuba est un exemple à suivre en matière d'agriculture urbaine et périurbaine. On y reviendra, mais cette notion d'agriculture urbaine et périurbaine est presque le centre, en tout cas c'est vraiment ce qui est le plus connu quand on s'intéresse à l'agroécologie cubaine, c'est presque la résolution de la contradiction ville-campagne, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on arrête l'exode rural et on a tendance plutôt à inverser les choses en retransformant les travailleurs des villes, qui ont un certain degré d'instruction d'ailleurs, il faut le souligner, parce qu'il y a aussi une réceptivité plus forte aux techniques de l'agroécologie à cause de ça. Ce sont des professeurs ou des travailleurs ou des ouvriers qui se mettent à, sans forcément d'ailleurs laisser de côté leur métier, mais qui se mettent à cultiver dans des jardins qui sont conçus comme des petites coopératives où on met en commun le matériel de production et où on essaye de vendre localement dans les quartiers à des prix qui sont fixes, qui sont déterminés par l'État. J'y reviendrai. Mais enfin voilà, c'est une innovation sur laquelle bien des agronomes dans des pays du Sud cherchent à avoir des éléments d'inspiration pour leur propre pays aujourd'hui. On a aussi... Ah oui, ça c'est intéressant, parce qu'en 2010, la FAO, l'Organisation pour l'agriculture et la nourriture, donc qui est un programme qui dépend aussi des Nations Unies, atteste que Cuba est le seul pays à avoir presque doublé sa surface forestière en 50 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose, on ne connaît pas trop les chiffres, hein, mais vous savez que la déforestation, c'est plutôt la grande tendance hein, dans les pays, y compris même les pays du Sud. Hein. Pourquoi? Donc on passe de 14% du territoire dans les années 60 à 26% en 2010 de territoire planté d'arbres, en fait. Et c'est quand même bizarre parce que quand on pense à l'agriculture biologique et aux reproches qu'on pourrait faire à cette agriculture biologique ici en France, hein, on dit mais si on fait de l'agriculture intensive, on va booster, on va doper en fait, les champs par unité de surface et du coup on n'aura pas besoin d'étendre, on n'aura pas besoin de faire de l'agriculture extensive pour arriver au même résultat en termes de production. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Soit on dope par unité parce qu'on est limité par la surface, soit si on arrête l'agriculture intensive, on est obligé de déforester pour créer des champs nouveaux et produire autant pour nourrir les gens. Et bien visiblement à Cuba, c'est pas comme ça que ça marche parce que on est dans une politique de reforestation qui est assez contradictoire par rapport aux reproches que pourraient faire les agronomes qui font l'apologie de l'agriculture intensive aujourd'hui, par exemple en France. Voilà, l'agronome dont je parlais tout à l'heure, Humberto Ríos Labrada, a reçu le prix Goldman, qui est un prix qu'on reçoit aux États-Unis. Il n'a pas pu aller le chercher d'ailleurs.
parce que ça se passe dans un pays, je dirais, ennemi, en 2010. Et il a obtenu ce prix par rapport à donc, une des grandes dimensions aussi des principes de l'agroécologie à Cuba, c'est pas seulement les sols, c'est aussi le choix des semences. Vous savez que les semences, c'est aussi la deuxième jambe de l'agroécologie. Le sol, comment on restaure la fertilité, et puis quelles semences on va utiliser. C'est-à-dire, est-ce que c'est des semences endémiques qui sont habituées, enfin qui sont acclimatées aux différents territoires cubains, ou est-ce qu'on achète ça à Monsanto? Donc là, en fait, le bien dans le mal de l'embargo, c'est qu'en fait, finalement, ils n'ont pas accès aux semences qui sont dans le catalogue, comme on dit. Normalement, dans les pays comme en France, ici, on n'a pas le droit d'utiliser les semences qu'on veut. On est obligé d'acheter dans un catalogue tout fait. Bah, à Cuba, ils ont au moins la liberté de lancer des recherches en agronomie sur quelles semences ils vont trouver, sur, voilà, il y a beaucoup de cyclones, est-ce qu'on n'a pas moyen de produire des plantes plus courtes, qui résistent, qui auront moins de pertes quand on va produire en masse, etc. Et ça, c'est pas du tout de l'agriculture intensive, hein, c'est de la recherche, je dirais, très biologique, hein, c'est de la biologie, quoi, hein, c'est pas de la chimie. Et puis, voilà, donc j'arrêterai là avec, oui, il y a quand même il y a un aspect aussi, je voulais le citer quand même, en 2014, on chiffre à Cuba la production de miel bio, hein, évidemment, parce que vous savez qu'en fait, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça me paraissait évident, à Cuba, maintenant, on a interdit les pesticides jusqu'à un certain point. Donc, il y a une législation extrêmement rigide là-dessus. Les abeilles recommencent à se développer à Cuba, ce qui est la tendance totalement inverse de ce qui se passe partout ailleurs. Donc, on a une production de miel qui est quasiment le double de celle de la France, par exemple, hein, qui est un pays un petit peu... Bon, c'est plus grand, hein, la France, mais donc c'est un petit pays qui arrive à produire 45 kg par ruche et par an, j'imagine. C'est plus du double de la production des ruches françaises. Voilà, donc pourquoi les abeilles reviennent? Vous savez, hein, comment les pesticides, bien sûr, ça ne peut qu'avoir un bienfait sur l'ensemble des écosystèmes. Donc c'est un indicateur important. Voilà, donc je m'arrêterai là sur les... On pourrait continuer hein, sur d'autres aspects d'écologie, mais enfin, en particulier sur l'agriculture, il y a 3 choses qui m'intéressent de développer par rapport au cas cubain spécifiquement. Le premier, c'est un aspect historique. J'ai envie de vous expliquer en quoi, finalement, même si on raconte les choses en disant qu'ils ont été obligés de se mettre au biologique parce qu'ils n'avaient pas d'autre issue, à partir du moment où ils n'avaient plus l'Union soviétique comme partenaire, je sais de nuancer ce point de vue, en vous disant qu'il y a un background, comme on dit, hein, il y a une histoire qui n'est pas totalement étrangère aux luttes de type écologique, y compris à Cuba, et qu'aujourd'hui, on peut interpréter les choses en disant que c'est presque la lutte entre l'impérialisme et les systèmes socialistes qui font que, justement, qu'ils soient gentils ou méchants, c'est peut-être les seuls systèmes qui sont obligés finalement d'opérer cette transition presque malgré eux. Et du coup, on a plus envie de faire confiance à des gens qui sont obligés de le faire sans être gentils ou méchants qu'à des gens qui font des belles promesses dans les COP21, des trucs comme ça, et qui finalement, vous voyez bien que ça n'est jamais appliqué, quoi. C'est toujours un ensemble de promesses sur des trucs dans les pays industrialisés qui ont eux évidemment tous les moyens nécessaires, financiers et tout, pour obtenir en réalité objectivement les mêmes résultats qu'à Cuba et beaucoup plus rapidement. Deuxième et troisième partie, je voudrais insister sur les éléments politiques et économiques. Quelle est la structure de l'État cubain qui permet d'aboutir à ces succès? Et troisième élément, ça c'est la superstructure, si vous voulez, c'est pour ça que je vous disais que ce serait une approche marxiste, c'est que superstructure, qu'est-ce que l'État a à voir là-dedans? Et infrastructure, en quoi est-ce que l'État cubain finalement a réussi à faire émerger les forces, comme on dit, des masses paysannes pour réaliser ces succès. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on applique une politique agroécologique de grande ampleur à l'échelle nationale avec toute une série d'organisations paysannes qui font partie d'ailleurs d'une internationale paysanne qui s'appelle Via Campesina, qui est bien connue, dans laquelle se rattachent évidemment tous les syndicats paysans cubains, et qui obtiennent à Cuba précisément les plus grands succès en termes de mobilisation, de nombre de familles concernées, etc. Alors première chose, donc c'est par rapport à l'histoire, je me suis un peu perdu dans les diapos, mais tout ça je l'ai dit. Hein. Au passage, vous avez des petites images de, vous savez, quand on a parlé
d'agriculture urbaine et périurbaine, c'est vraiment dans les vignes que ça se passe. Vous voyez la forme un peu surélevée, vous voyez des bandes de terre qu'on a ramenées du sol, qu'on refertilise et dans lequel on essaie de faire pousser donc, des plantes voilà, pour l'alimentation directe des habitants. On fait aussi des plantes médicinales, je le dis comme ça au passage, parce que l'embargo s'applique évidemment aussi sur les médicaments. Du coup, ils reviennent par la force des choses à de la phytothérapie, c'est peut-être pas plus mal, ça les lance un peu dans des programmes scientifiques de ce point de vue-là, après tout, c'est pas si mal. On parle aussi, alors il va falloir que j'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais sur les arbres, c'est important quand même de donner quelques éléments, sur les semences, j'avais dit un truc. Et donc, voilà, je vais revenir là-dessus. Quelques petits graphiques qui peuvent avoir leur intérêt sur le fait que vous voyez, alors je vais même mettre l'autre, voilà, j'ai deux graphiques qui me paraissent intéressants dans l'explication des choses. Vous voyez ici, bon ça c'est assez parlant, hein. Vous avez une productivité à Cuba en termes d'agriculture uniquement, qui était donc, liée à l'agriculture intensive en 1989, hein, base 100, c'est-à-dire, je ne vous donne pas les chiffres, mais vous voyez comment ça a évolué en plus ou en moins dans les années qui ont suivi. La petite astérisque, c'est lié au fait qu'en 2008, vous avez une année extrêmement riche en cyclones, donc climatiquement c'était très compliqué de réussir à obtenir les chiffres qui étaient prévus, hein. Mais enfin la tendance quand même, globalement, même si là ça s'arrête en 2009, la tendance est quand même à l'augmentation de la productivité sur des techniques qui, puisqu'il y a eu une interdiction assez rapidement dans ce qu'on appelle la période spéciale, en fait Fidel Castro a appelé ça la période spéciale en temps de paix, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un pays en guerre qui a perdu tous ses partenaires économiques, plus d'énergie, plus de pétrole, je veux dire, enfin à l'instant T, plus la capacité de nourrir la population directement, enfin c'est une catastrophe nationale, un électrochoc, à partir duquel, donc vous voyez, un écroulement de la productivité agricole, et en l'état, ils ont dû re-questionner leur système assez rapidement dans les années qui ont suivi. Le graphique qui était avant, là, va un peu plus loin, il va jusqu'en 2005, je n'ai pas trouvé plus loin, mais enfin, ça vous donne aussi une tendance qui nous donne deux indications intéressantes, je pense, sur l'agriculture cubaine. Vous voyez, le petit rectangle gris indique le moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc tout ce qui précède, ce sont les résultats de la productivité agricole au moment du partenariat avec l'Union soviétique. Et vous voyez que finalement, on a une productivité qui est énorme, hein, ça c'est sûr, depuis les années 70, mais qui a quand même tendance à stagner, hein. Vous savez, si vous êtes un peu critique par rapport à ce qu'on appelle des pratiques d'agriculture intensive, au final, on a à court terme un dopage énorme, on a vraiment des résultats dans l'augmentation de la productivité, mais finalement, comme les champs qui sont utilisés finissent par s'user, on a une érosion de la production et on finit par produire autant. Finalement, on a une tendance qui est plutôt presque à la baisse et qui re-questionne, y compris, hein, vous savez que les agronomes aujourd'hui, même à l'INRA, se demandent si ce sera. Enfin voilà, ils sont dos au mur là aujourd'hui, ils se rendent compte que l'agriculture intensive ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Mais enfin voilà, ils se posent des questions qui sont celles que se sont posées les Cubains bien avant nous dans les années 90. Deuxième élément qui est important dans ce graphique, pour moi, c'est sur la diversité de ce qui est produit. Parce que Cuba est connu pour être une île qui était dans la monoculture de la canne à sucre. D'accord ? Ils produisaient énormément de canne à sucre, même avant la révolution cubaine. Hein, c'était vraiment l'île qui produisait beaucoup de canne à sucre avant c'était pour les États-Unis. Après, ils vendaient ça au camp socialiste, hein, de façon générale, en échange de produits, d'aliments diversifiés qui étaient directement destinés à alimenter le peuple. Là, vous voyez que la diversification on part dans les années 70 d'une production qui est vraiment ce qu'on appelle une monoculture. Vous voyez qu'à partir de ces années-là, au moment où ça commence à stagner, la planification en termes d'agriculture commence à se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à cultiver d'autres trucs, hein? Donc c'est pas très net. Jusque dans les années 90, la canne à sucre, hein, vous voyez en gris, a toujours dominé. Mais la nécessité de se développer, enfin de diversifier la production agricole ne date pas des années 90. Ils se sont posé la question avant. D'où une partie de la réponse, comment ils s'en sont sortis à l'instant T, quand ça s'est écroulé, ils ne partaient pas de rien objectivement. Voilà, et puis vous voyez que maintenant, bon, on est à un niveau de productivité qui est assez important,
mais où ils ont visiblement totalement, enfin pas totalement, mais ils ont abandonné, au moins à cette échelle-là, la production de sucre, hein, de canne à sucre. Voilà. Ils en produisent encore d'ailleurs parce qu'ils produisent de l'énergie renouvelable à partir des déchets de canne à sucre. Hein, si vous savez. Donc il y a un autre aspect sur l'énergie renouvelable dont je ne parlerai pas, mais c'est aussi intéressant de voir quels sont les succès de Cuba à ce niveau-là. Conditions historiques, il y a cet aspect-là. Il y a d'autres aspects qui me paraissent importants, alors, que je vais exposer de cette façon, peut-être un petit peu polémique, mais enfin, d'un point de vue strictement politique, il faut savoir que la question de l'écologie est posée dès les premières années de la révolution cubaine, et le souci lié à la pollution du port, par exemple de la Havane, enfin, il y a le problème de restaurer la richesse naturelle nationale, donc les grandes réserves, les sols y compris, est un souci qui est né dès le début de la révolution cubaine. Il y a eu une contradiction à ce moment-là, il faut le savoir, puisque cette révolution a eu lieu au moment où l'Union soviétique s'est elle-même convertie à l'agriculture intensive sur le tard, objectivement en recopiant un modèle qui était strictement américain. Khrouchtchev a copié ouvertement les principes qui étaient ceux de l'agriculture américaine d'après-guerre, avec un certain retard, une certaine résistance, si vous voulez, ça aussi on pourra en parler, mais ce n'est pas le sujet, hein, qui était une des formes de l'héritage soviétique sur l'écologie, il faut le savoir. Avant Khrouchtchev, il y avait des acquis aussi de ce point de vue-là. Donc Cuba arrive dans un contexte où le partenaire soviétique s'est mis à l'agriculture intensive, ils se mettent à l'agriculture intensive, ils ont des infrastructures, ils font des grands sovkhozs avec beaucoup de machinerie, qui permet donc de produire massivement et de fonctionner dans ce partage des tâches à l'intérieur du camp socialiste. Mais la question de l'écologie est posée dès le départ. Vous avez un ministère de la protection de l'environnement qui existe dès le premier congrès du Parti communiste. En 1975, on met à l'ordre du jour la protection de l'environnement et la question de la pollution. On crée un ministère qui s'appelle la Comarna, Commission nationale pour la protection de l'environnement et des richesses naturelles, dans un sens où, puisque, comme vous le savez peut-être, la lutte contre l'impérialisme est une lutte pour l'indépendance nationale, objectivement, des pays qui résistent à l'emprise de l'impérialisme extérieur, en particulier américain pour Cuba, l'indépendance nationale passe à travers la préservation des richesses nationales. Et donc le patrimoine écologique fait partie de ces richesses. C'est normal, c'est là-dessus qu'on mange, hein, donc c'est d'autant plus stratégique de s'intéresser à ces questions. Elles ont été donc parasitées par un partenariat qui n'était pas le bon, peut-être à ce moment-là, mais la question existait. Troisième élément sur cette partie, qui me paraît effectivement plus polémique, c'est est-ce que dans l'état de développement industriel et technique, je dirais, de Cuba, dans les années 70, ce pays aurait été capable, sans cette période d'agriculture intensive, de réaliser les succès qu'ils ont réalisés depuis les années 90. C'est pas un pays comme la France, Cuba. C'est un pays avec un certain sous-développement lié à tous les pays semi-féodaux qui sont sortis du colonialisme et qui se sont retrouvés avec une nécessité d'industrialisation et une nécessité de développer un modèle qui existait. Le modèle cubain existait avant 90, hein, on en parle depuis parce qu'on trouve qu'il y a un système de santé qui est intéressant, des soins gratuits, un système scolaire qui est démocratique, enfin il y a un niveau d'alphabétisation qui est inégalé pour l'instant dans le contexte de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Bon, ce système est très coûteux. Un système, on le sait puisqu'on essaye de faire des économies dessus ici, hein, le système éducatif, l'éducation nationale, c'est très coûteux. Et on ne voit les résultats qu'à long terme. C'est vraiment le truc qui n'est pas dans la nature du libéralisme de comprendre ça. Le système scolaire, le système universitaire cubain, qui sont très coûteux, qui nécessitent une accumulation de richesses, jusqu'à un certain point, dans un pays pauvre, est un système qui va pouvoir fournir un niveau d'instruction dans la paysannerie. Donc, rendre les paysans aptes à comprendre justement des questions compliquées quand on parle d'agriculture biologique, c'est un pas en avant dans la science. Ce n'est pas un retour au Moyen-Âge par rapport à l'agriculture intensive. Le Moyen-Âge de l'agriculture, c'est quand on prend des sacs d'intrants, de pesticides, qu'on les balance dans les champs et qu'on récolte après. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour faire ça. Par contre, se mettre non pas à la chimie,
des phosphates, des nitrates et tout ça, mais se mettre à toutes les interactions des formes de vie du sol qui restaurent la fertilité, etc., c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui a un rapport avec la biologie, donc avec la science, et qui nécessite, du point de vue des agriculteurs, un certain nombre de petites connaissances. Donc un certain niveau scolaire. Donc c'est ce niveau scolaire dans la paysannerie cubaine qui est atteinte par justement cette lutte, enfin cette construction du système jusqu'à un certain point qui a duré depuis la révolution cubaine, avec une accumulation de richesses, eh bien, a permis une réceptivité de la paysannerie à ces nouvelles techniques. Deuxièmement, le système universitaire produit aussi énormément d'agronomes, donc des chercheurs qui se demandent comment on va sur tel ou tel sol, dans tel ou tel climat, il est préférable de cultiver ceci ou cela, je ne vais pas détailler, mais enfin, ce sont des connaissances scientifiques. Et les agronomes, on ne les produit pas gratuitement. Donc on a aussi besoin d'un système universitaire développé et indépendant de l'impérialisme. Or, il faut savoir que Cuba aujourd'hui produit tellement d'agronomes, je dirais, hein, en termes de... elle produit autant d'agronomes qu'il y a un excès et qui peuvent envoyer leurs agronomes dans les autres pays du Sud pour aider. Moi je sais, je connais la Tunisie, en Tunisie, il y a des agronomes cubains qui viennent pour conseiller des cultivateurs qui sont intéressés par ces techniques. Donc j'imagine qu'en Amérique latine c'est pareil, ils exportent leurs agronomes comme ils exportaient, c'est une autorité publique, leurs médecins. Hein, donc, ils sont connus aussi pour ça. Ces succès-là sont dus à une accumulation de richesses qui, d'une certaine façon, nécessitait peut-être dans un pays pauvre un certain degré de développement. Et ce degré de développement était obtenu contradictoirement par un mode de production agricole qui n'est pas le bon, mais qui permet un développement rapide en termes d'enrichissement. Donc, quelque part, si vous avez quelques connaissances dans l'histoire de l'Union soviétique, même, je ne sais pas si vous connaissez la NEP, Nouvelle politique économique de Lénine en 24, qui dit « Nous, on est un pays féodal, on n'a pas les capacités de construire, d'industrialiser notre pays qui est très vaste à un moment donné, il faut faire un pas de recul pour relibéraliser le marché et laisser les richesses s'accumuler sous une forme qui n'est pas la nôtre, une forme capitaliste avec quand même pouvoir d'État qui garde la main sur évidemment les excès de ce système, et jusqu'à un certain point, on va dire à un moment donné, tac, on a les moyens de passer à autre chose. Mais on doit passer par cette étape capitaliste qui... voilà. Et donc, quelque part, cette idée d'un recul pour mieux avancer, on pourrait presque en parler d'un point de vue, ce serait presque une NEP écologique qu'a vécu Cuba, sans forcément l'écrire, enfin sans forcément le dire explicitement, hein, une NEP écologique dans le sens où on peut revenir ensuite avec plus de force dans quelque chose qui aujourd'hui inspire tous les pays. Est-ce que c'est pas... Le jeu en valait peut-être la chandelle. D'accord? Enfin, bon voilà, je ne vais pas aller trop loin dans cet aspect, mais c'est les conditions historiques dans lesquelles, finalement, dans la période spéciale, on ne partait pas de rien à Cuba. On avait un système éducatif, un système scolaire, un système de formation universitaire qui était déjà opérationnel, qui pouvait donc appliquer une certaine forme de planification dans le domaine de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance à long terme. Et puis, il y avait des réflexions qui avaient été menées avant, je ne vais pas le détailler non plus, parce que peut-être c'est peut-être pas dans les questions on développera. Les paysans, une partie, vous voyez dans ce graphique, une partie était déjà liée en fait avec une certaine forme d'agriculture biologique jusqu'à un certain point, même s'ils étaient dominés par l'agriculture intensive sur tout le territoire, comme l'est la France aujourd'hui d'une certaine façon. Deuxième partie, je voulais vous parler de la superstructure étatique qui permet de comprendre comment on aboutit à des résultats dans un pays qui n'en avait pas forcément les moyens au départ. D'abord, dans un pays socialiste, l'État est propriétaire des terres. Donc, quelque part, c'est ce qui s'est passé aussi dans les premières années de la révolution socialiste en Russie. Quand l'État est propriétaire des terres, il en fait ce qu'il veut. Donc il y a une expropriation de fait qui rend possible le legs, d'une certaine façon, à des collectifs d'agriculteurs sous la forme de ce qu'on appelle l'usufruit gratuit. D'accord ? C'est exactement le modèle qui définit ce qu'on appelle les kolkhozes.
Les kolkhozes, c'est les coopératives agricoles en URSS. Hein, les kolkhozes et les sovkhozes. Les sovkhozes, c'est les fermes d'État où les paysans sont des fonctionnaires d'État. Bon. C'est des grosses unités. Les kolkhozes, c'est des unités plus petites où on a des collectifs de travailleurs de la terre qui travaillent, je dirais, donc ils mutualisent leurs moyens de production parce que c'est cher d'acheter un tracteur et tout. Ils ont des aides de l'État, mais c'est eux qui produisent. C'est de la production privée en fait. Et ce modèle productif en URSS, il faut savoir qu'il a toujours été majoritaire. En termes de surface, il y a toujours eu plus de kolkhozes que de sovkhozes en URSS, jusque dans les années 80. Donc, ici, Cuba décide, pendant la période spéciale, que les grandes unités, les grands sovkhozes qui produisaient la canne à sucre, on ne peut pas changer de production, se mettre à faire des pommes de terre à grande échelle avec ces unités. On n'a pas les bonnes machines, hein, on a des machines qui sont spécialisées dans la récolte de la canne à sucre, etc. C'est pas possible. Donc ils décident, comme ça, de diviser les terrains donc, qui étaient cultivés auparavant, dans leur grande majorité, pas tout non plus, on continue à cultiver de la canne à sucre aujourd'hui, mais enfin la grande majorité, on subdivise ça et on donne ça à des collectifs de paysans. On appelle ça des UBPC, des unités de base de production coopérative. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui. Donc ce sont des petites unités. Mais ce sont des unités dans lesquelles ce n'est pas une famille ou ce n'est pas un mec qui utilise, c'est un collectif qui se répartit le travail. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un kolkhoz. Sauf que l'unité est plus petite en termes de surface. Usufruit gratuit, ça veut dire que l'État possède encore la terre, mais la lègue gratuitement, il n'y a pas de loyer à payer. Vous voyez l'intérêt aussi pour les cultivateurs de ne pas avoir le loyer à payer, qui en général endette tout le monde ici, hein, y compris quand vous voulez faire du bio. Là, il n'y a pas de loyer à payer, c'est quand même déjà pas mal. Il y a une aide de l'État d'un point de vue technique. On envoie des agronomes pour aider les paysans à faire ceci ou cela, pour essayer d'optimiser. L'État a intérêt à ça, hein, de ne pas planter n'importe quoi, ou de ne pas faire un laisser-aller où tout le monde aurait le choix de produire ce qu'il veut. On réfléchit à l'étage de l'État pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour nourrir la population et dans quel terrain c'est plus intéressant de cultiver telle ou telle sorte d'aliments. Et on donne cette aide stratégique d'agronomes qui viennent conseiller les agriculteurs. Il faut savoir que les agronomes sont souvent d'ailleurs des cultivateurs eux-mêmes, donc ça aide au transfert de connaissances. Hein. Et une aide technique aussi. Et puis, en échange de cet usufruit gratuit, l'État prélève. Alors, je pense que dans la plupart des coopératives urbaines que vous avez vues tout à l'heure, les bandes là, on récupère 20% de la production qu'on vend dans des points de vente locaux dans le quartier. Donc, c'est-à-dire que, alors vous voyez déjà en termes de transport, il n'y a plus les dépenses qu'on peut imaginer dans le bio-low-cost dont je parlais tout à l'heure en France. Mais donc on vend directement sur le quartier, et puis comme c'est l'État qui le vend, les prix sont fixes, quoi. Ils définissent les prix. Vous savez que dans un État socialiste, les prix ne sont pas liés à la main invisible. Hein. On sous-évalue les prix de première nécessité, moins que le prix que ça devrait, et on surévalue le caviar, les cigares, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tous les produits de luxe, en estimant que les consommateurs de ces trucs-là ont les moyens de payer plus pour que tout le monde puisse accéder en termes de prix. Voilà. Donc c'est une fixation par l'État des prix qui fait que c'est le seul pays finalement où le bio est pas cher, quoi, parce que c'est du bio, mais c'est dans un système où les prix sont fixes depuis toujours. Et puis, le collectif de producteurs, lui, peut alors consommer pour lui-même, enfin, ils consomment pour eux-mêmes les 80% restants, ou ils ont même la liberté de le vendre eux-mêmes. Mais enfin, le prix est fixé par l'État. Voilà comment ça fonctionne concrètement et comment la législation suit. Hein, quand on a décidé d'interdire les pesticides, on donne quand même les moyens aux paysans, aux travailleurs de la terre, ou à ceux qui se trouvent une nouvelle vocation qui n'étaient pas paysans avant, de produire suffisamment pour assurer au moins l'autosuffisance des populations. Si ma mémoire est bonne, je vais vous donner quelques chiffres par rapport à ça. On nous dit que la production cubaine, voilà, Cuba produit 70% des fruits et légumes consommés par les Cubains. Donc l'autosuffisance totale n'est pas atteinte encore. Hein. On est encore obligé d'importer 30%. Mais 70% pour un pays semi-féodal et lié, donc un pays du Sud qui est encore sous domination impérialiste, on va dire, là encore pire sous embargo, c'est un résultat extrêmement important, je veux dire, et qui mérite d'être connu.
75% des Cubains qui habitent les villes produisent eux-mêmes 30% de leurs besoins alimentaires. Donc ça veut dire, ça c'est encore plus bizarre, mais il faut savoir que donc l'équation qu'on a toujours du mal à régler, c'est de nourrir les villes avec les campagnes. Quand les citadins commencent à produire eux-mêmes leurs aliments, on a une inversion de cette tendance qu'on appelle l'exode rural, hein, où on pousse où là, concrètement, c'est le travail de la terre qui redevient intéressant. On ne force pas les gens à le faire, hein. Les gens le font parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un intérêt matériel à produire soi-même ces aliments, savoir ce qu'on fait, on subventionne, donc il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une politique de l'État qui vient en appui de cet effort de conviction de la population, hein, au-delà même de la paysannerie. Donc en fait, la paysannerie se développe parce que de nouvelles vocations se font, hein, et que ces gens-là sont beaucoup plus faciles à convaincre d'ailleurs que les paysans qui font ça de génération en génération depuis longtemps. Dernier aspect peut-être qui peut être intéressant de rappeler, je ne vais pas me perdre dans les éléments là quand même. 400 000 exploitations agricoles urbaines sur plus de 70 000 hectares produisant 1,5 million de tonnes de fruits et légumes par an. Il faut savoir que là aussi c'est une question intéressante pour quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie. Est-ce qu'il est stratégiquement intéressant de garder des petites unités pour ne pas être taxé de productivisme? Vous comprenez que dans la dimension de nourrir toute la population, on n'a pas atteint l'autosuffisance. Donc le but, c'est quand même de produire toujours plus. Et donc, l'agriculture bio, si ça se résume à enlever les pesticides, vous voyez la catastrophe que ça peut faire. Enlever les pesticides et les engrais, et c'est tout. On imagine très bien ce que ça peut faire, mais le prix va augmenter à cause des pertes, etc., etc. Tout le problème de l'agroécologie, c'est de trouver des dérivatifs qui vont permettre d'augmenter la productivité, tout en gardant le principe de la fertilité du sol, qui est l'élément stratégique de l'indépendance nationale. Si tu ne peux pas manger, c'est la base, quoi, je veux dire, de la garantie pour l'État socialiste de se battre avec des moyens contre les tentatives de rentrer de la part de l'impérialisme américain, hein, qui est juste à côté. Autre aspect, peut-être si ça vous intéresse, puisqu'on parle beaucoup de l'agriculture urbaine, mais dans les campagnes, on développe aussi un aspect qui est très important, qui me paraît très important, parce que je pense que c'est l'avenir, qui s'appelle l'agroforesterie, qui consiste à planter d'arbres, en fait, le tour des champs, hein, de faire en fait une espèce d'association, de polyculture dans laquelle vous auriez des couches successives. Ça, c'est quelque chose qui peut se décliner. Où est-ce que j'ai mis ce truc-là? Pardon. Là. Voilà. L'agroforesterie, c'est le principe de dire, voilà, vous avez des productions de long terme, les arbres, qui sont des arbres fruitiers, ou donc ici ça peut être des palmiers ou des avocatiers. Des arbustes qui produiront aussi, vous voyez, le cacao, la papaye, le café, bon, le bananier, je pense que c'est surtout des bananiers. À Cuba, vous avez une production plus annuelle, je dirais, au niveau du sol, vous avez des couches avec une productivité sur des temps différents, mais où il y a objectivement une entraide, si vous voulez. On essaye de trouver les meilleures espèces qui pourraient être associées dans ce genre de pratiques agroforesterie. Il faut savoir que l'arbre est clairement l'organisme végétal qui permet de restaurer les sols dans leur fertilité. Les arbres sont les seuls à pouvoir faire des racines suffisamment profondes pour faire venir les sels minéraux de la roche-mère, et donc de se passer d'une certaine façon jusqu'à un certain point des engrais chimiques qui pourraient nourrir, hein, qui sont des ressources pour les végétaux qu'on cultive. Hein. Là, on a d'un côté les racines qui vont puiser dans le sous-sol les sels minéraux manquants, hein, puisqu'on fait des récoltes, on les enlève au fur et à mesure. Ce qui est produit en termes de feuillage, etc., à la surface du sol, ramène aussi un certain nombre de ressources qui vont pouvoir servir à la production. Vous avez ce mis sous couvert végétal qui peut être induit par ce type de pratique. Ça, c'est vraiment la pointe, et c'est quelque chose sur laquelle les agronomes cubains sont très à la pointe en ce moment. Hein, et c'est là-dessus qu'ils conseillent en général, quand ils vont dans d'autres pays du Sud, quels sont les autres arbres qu'on peut faire. Moi, je sais qu'en Tunisie, on décline ça, vous savez, dans les oasis, où c'est les palmiers qui
sont le couvert, qui mettent à l'ombre tout le reste de la production. Donc le principe est toujours le même, mais ça dépend évidemment des contraintes locales, des conditions climatiques, etc. Voilà, donc j'entre pas trop dans les détails scientifiques. Dernier aspect que je voulais évoquer avec vous, alors je vais retrouver, tac, voilà, est celui de l'infrastructure, c'est-à-dire en fait la capacité de l'État cubain à mobiliser les masses, en particulier les masses paysannes. Ça ira sans doute assez vite, dans le sens où j'ai essayé de résumer, si vous voulez, voilà, on arrive bien à lire, hein, les contradictions qui font que, au niveau du mode de production cubain, si vous voulez, il y a une interaction nécessaire entre, d'une part, le socialisme cubain qui a intérêt à développer un modèle agroécologique pour garantir, si vous voulez, son indépendance nationale, et à l'inverse, toutes les innovations en termes d'agroécologie permettent, comment dire, de pérenniser la richesse nationale principale qui est le sol, et puis les semences aussi d'une certaine façon, hein, les espèces endémiques cultivées, pour garantir un retour. Vous voyez qu'on a beaucoup usé le sol cubain avec des pratiques antérieures à 1990. Comment on restaure tout ça maintenant avec des pratiques qui vont permettre de retrouver la fertilité, etc. Donc tout ce qui intéresse évidemment les cultivateurs eux-mêmes, hein, c'est quand même leur sol. Donc l'important, c'est que dans un système où on parle de socialisme, quelle que soit la dimension gentille ou méchante de l'État socialiste, il a tout intérêt à pérenniser les ressources nationales qui vont lui garantir un développement de long terme. Ce qui est une pensée de long terme, c'est ce qui est totalement antithétique à la pensée typiquement de court terme du libéralisme ici. Vous comprenez bien qu'on n'arrive pas, même dans la volonté des gens, même des agronomes, des gens de bonne volonté, y compris à l'INRA, l'idée de penser dans le long terme, c'est-à-dire dans cette notion de planification, dont vous savez qu'elle est consubstantielle au socialisme, d'accord, et totalement étrangère au libéralisme. Seule la planification permet à la fois de savoir ce qu'il faut produire, combien il faut produire, comment garantir en même temps la fertilité des sols, parce que c'est la richesse du pays, et comment nourrir la population avec des prix qui sont fixes et qui sont fixés en dessous de la valeur à laquelle ça a été produit. Et tout ça dans un système où, vous voyez, il y a un coût en fait à la base de tout ça. L'agriculture biologique est quelque chose de coûteux, mais c'est pas forcément, quand on dit coûteux, c'est pas forcément un mal. Ça implique un investissement, d'accord, de la part de l'État, c'est-à-dire de la part du peuple organisé tout entier, qui va pouvoir fournir le système éducatif, le système de formation universitaire, produisant des agronomes d'une part. Vous voyez ici, j'ai décliné ça en disant que le socialisme cubain a d'un côté un investissement national dans la recherche agronomique, etc., le système éducatif, qui va permettre de libérer les forces, hein, ou d'aider ou de venir en appui d'une mobilisation des masses paysannes pour le succès de ces innovations techniques. D'un autre côté, d'un point de vue superstructure, vous voyez que le fait que l'État possède les terres et puisse appliquer une planification au niveau de l'agriculture comme dans tous les autres domaines de l'écologie, ces deux aspects, superstructure et infrastructure, c'est-à-dire la mobilisation des masses, contribuent par le biais de structures. Alors moi, vous voyez, organoponikos, en fait, ce sont les jardins d'agriculture biologique qui constituent toute l'agriculture urbaine et périurbaine dont je parlais tout à l'heure. On appelle ça des organoponikos, des petits kolkhozes, objectivement. Hein, donc ce sont des travailleurs, ça peut être des travailleurs d'un hôpital qui vont faire ça dans le terrain, où on n'utilisait pas avant, ou sur un ancien parking. On peut imaginer que ça se décline en plein de choses différentes. Ça peut être un collectif d'ouvriers qui font ça sur un terrain attenant à l'usine. C'est un collectif de quartier, d'habitants, ou des habitants qui se mettent ensemble dans un immeuble pour produire là où c'était un jardin d'enfants avant, j'en sais rien. Tout ça, ce sont des petites coopératives où on met en commun l'outil de production pour que ce soit possible justement d'avoir une production suffisante pour nourrir tout le monde. L'agroforesterie, alors ça se décline aussi en beaucoup de choses, ça peut être intéressant, du coup comme je parle
des aspects, je dirais, collatéraux de cet aspect mobilisation des masses, centre de semis, lombriculture, etc. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans l'agriculture intensive, c'est-à-dire quelque chose de très passif, où on utilise des sacs d'engrais, des sacs de pesticides, on les balance dans les champs et on attend. Je caricature un peu, mais enfin voilà, c'est très passif en tout cas. Et puis ça peut se décliner dans n'importe quel territoire, je veux dire n'importe quelle forme de sol, etc. Ici, l'agroécologie cubaine produit une grande multiplicité de tâches différentes, y compris à l'intérieur de chaque coopérative. C'est-à-dire que vous allez trouver dans une petite enceinte où on produit beaucoup de choses en même temps on fait de la polyculture, ben ça implique qu'on fasse un coin compost, on produit du compost biologique. Un coin, on fait des semis, donc il y a une petite serre, on fait des petites plantes qu'on va planter ensuite, etc. Donc il y a des gens dont le travail va être de s'occuper de ce centre de semis. Donc il y a une grande diversité aussi des tâches qui sont dévolues à tel ou tel membre du collectif. Et ça a un intérêt intéressant, qui est noté par les syndicats de paysans cubains, qui est le fait, alors ça peut être surprenant, que les kolkhozes cubains, que l'agroécologie cubaine est un vecteur d'émancipation féminine. Et qu'on note, si vous voulez, qu'il n'y a pas de volontarisme dans le fait que, évidemment, les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans un système socialiste, les mêmes salaires, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a éradiqué l'esprit patriarcal qui règne encore, d'une certaine façon, dans la paysannerie. Hein. C'est un pays semi-féodal, comme bien d'autres. Il y en a encore ici, pourquoi on n'en aurait pas encore à Cuba? Donc ça, on ne peut pas obliger les gens à arrêter le patriarcat, enfin les vieilles idées qu'il y a dans la tête des paysans. Eh bien, on se rend compte qu'à travers des mouvements de masse qui se développent notamment à Cuba, je vais juste parler pour terminer du plus grand d'entre eux, on a une simplification des tâches. Hein, vous voyez, on a arrêté de faucher, enfin il n'y a plus le côté viril de la récolte et de la production et du fait qu'on paye 2 fois plus un paysan qu'une paysanne parce qu'elle fait un meilleur rendement, etc. Là, on a une simplification des tâches qui met tout le monde à égalité, finalement. Hein, on met en avant le côté intellectuel par rapport au côté manuel, c'est un peu le but du marxisme, hein, depuis l'époque de Marx et Engels, on parlait déjà de cette histoire. On a, dans les collectifs de paysans qui se réunissent démocratiquement pour élire leurs délégués, etc., village par village, on a une parité de fait qui n'a été voulue par personne. Et il y a des femmes autant que des hommes, des femmes qui deviennent des directrices de coopératives, autant que des hommes qui deviennent directeurs, etc. Et que cet élément-là est très intéressant à observer. On voit qu'il y a des effets collatéraux très, très utiles, hein. On est matérialiste, quoi. On ne va pas décréter, ce qui est décrété en général ne marche pas. Par contre, quand on change des conditions matérielles dans lesquelles peuvent s'émanciper les femmes, bon voilà, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace et de façon assez rapide, puisque finalement les années 90, c'était pas il y a si longtemps. On a des résultats déjà aujourd'hui. Dans les rapports du syndicat qui s'appelle la NAP, le NAP c'est le syndicat paysan qui appartient à Via Campesina, syndicat des petits paysans cubains, et qui a lancé un mouvement qui s'appelle Campesino a Campesino, c'est-à-dire le mouvement de paysan à paysan, et qui est un mouvement qui n'est pas une invention cubaine. C'est un mouvement qui est né, si je ne me trompe pas, au Nicaragua, pendant une révolution, où d'ailleurs il y avait Che Guevara à l'époque, hein, dans les années 60, où on a, avant qu'il arrive à Cuba, hein, d'accord, il y avait à ce moment-là, dans le maquis, je dirais, dans la guérilla de ce pays, le début de la réflexion sur comment est-ce que les paysans vont assurer leur indépendance de production, etc. Ils ont lancé ce modèle, qui est un modèle très simple finalement. On ne va pas envoyer de force un agronome en blouse blanche qui va dire aux paysans ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On va se baser sur le fait que les paysans sont eux-mêmes les innovateurs, les premiers, les mieux placés pour parler de leur champ, de leurs pratiques, de leur sol, de leur climat, etc., de leur volonté même, enfin je veux dire. Et que c'est bien sur ce terreau-là, c'est pas populiste de faire ça, parce qu'il y a bien sûr dessus des agronomes qui vont travailler sur ce que proposent les agriculteurs et qui ne sont pas en mesure d'expérimenter scientifiquement dans des laboratoires. Donc il y a un lien entre les agronomes d'une part et un mouvement de masse, hein, comme on dit, un mouvement de masse, Campesino, c'est ça, qui avait
vous voyez, au Nicaragua, enfin dans toute l'Amérique latine, dans les années 70, on avait 30 000 familles paysannes dans tout son continent en l'espace de 30 ans, participant à ce mouvement de démocratie paysanne où on se transmet le savoir dans les techniques. À Cuba, c'est 100 000 familles, donc un tiers de la population qui appartient à ce mouvement. Dans tous les coins, c'est-à-dire dans tous les moindres recoins du territoire, on va trouver des comités de ce mouvement en l'espace de quelques années, depuis 97 au moins. D'ailleurs, donc vous voyez l'intérêt, donc non pas de se baser sur un spontanéisme qui fait que les paysans vont être tout de suite séduits par cette forme de démocratie, mais qu'à Cuba, on a créé les conditions par l'État d'une forme de spontanéité au niveau de la paysannerie, mais qui est contrôlée en fonction des besoins de l'ensemble de la population cubaine. Et que c'est l'adéquation entre ces deux choses, l'infrastructure et la superstructure, qui rend possible le leadership cubain en matière d'agroécologie. D'accord ? Donc, je ne vais pas développer trop, si vous voulez me poser des questions après, parce que j'ai beaucoup parlé finalement. Je voulais juste vous lire un petit truc qui me paraît... Parce que vous savez, moi je ne suis pas un praticien de l'agroécologie, et donc je parle de ça avec un certain recul. Mais il y a donc le directeur de ce mouvement, non, c'est pas le directeur du mouvement, c'est le président du syndicat des petits paysans cubains, qui est partie prenante de Via Campesina et qui a donc qui a été à l'initiative de ce mouvement Campesino a Campesino. Ce monsieur s'appelle Orlando Lugo Fonte, et il nous dit la chose suivante. Je voulais juste vous le dire en conclusion, parce que je trouve que c'est assez bien résumé finalement. Il nous dit: après plus de 11 ans de travail, les résultats sont tangibles et encourageants. Il parle des résultats donc, de l'agriculture cubaine en général. Plus de 100 000 familles sont impliquées, des milliers d'hectares sont protégés par des mesures de conservation, et la production d'engrais biologiques est devenue une pratique commune et répandue chez nos paysans. J'ai oublié de dire qu'on exporte non seulement des agronomes en Amérique latine, mais aussi du compost. Il faut le savoir. Ils produisent aussi beaucoup de compost biologique en excès et qui peuvent commercialiser à l'étranger. Par exemple, le vermicompost, donc c'est la production de vers de terre, est produit dans toutes les coopératives du pays. Le processus de diversification initié pendant les années difficiles de la période spéciale continue à être consolidé par l'intégration des connaissances scientifiques et des savoirs et savoir-faire de l'agriculture traditionnelle. On ne fait pas table rase du passé. On se sert du savoir paysan et on le met en adéquation sans mépris au niveau des laboratoires, des agronomes du pays. Notre progression a été rapide et surtout solide, et nous sommes convaincus que c'est grâce à notre révolution, qui nous a donné et nous a garanti la propriété de la terre, qui a doté d'un meilleur niveau de développement scolaire, technique et social, et qui nous a inculqué les valeurs du collectivisme. J'ai oublié d'en parler, mais d'un point de vue subjectif, c'est quand même important de le rappeler, les valeurs du collectivisme, la coopération et la solidarité. Par-dessus tout, elle a rendu la dignité aux hommes et aux femmes des campagnes, et en leur donnant accès à la propriété des terres, elle les a transformés en hommes et en femmes conscients de leurs responsabilités, alimenter le peuple et protéger l'environnement, pour que les générations futures de Cuba puissent vivre et se nourrir d'une terre propre et saine. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Comment... Combien, y a-t-il un responsable dans la salle qui nous dit combien de temps il nous reste, ou bien je ne sais pas, moi j'ai le temps. Ça devait aller jusqu'à 18h, on a un petit moment quand même. Allez, on en discute un petit peu ou... C'est parti, je vous écoute. J'étais pas trop là au début, mais du coup ce que vous disiez, c'est que c'était moins par idéal écologiste, avec une valeur de l'écologie qui serait plus importante que la valeur du communisme par exemple ou autre, que ça s'est fait finalement et que ça fonctionne très bien, c'est ça? C'est ça. Ce qui me paraissait important en tant que marxiste, tu as compris, en tant que marxiste, en tant que matérialiste, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens sont forcés d'appliquer une politique agroécologique plutôt que d'attendre les bons sentiments de, comment il s'appelle, Fabius, non? La COP 21, un truc comme ça. C'est ça, hein. Donc les bons sentiments des grands dirigeants
des pays impérialistes qui ne cessent de dire qu'il faut arrêter de se développer industriellement, qu'il faut que la Chine arrête, qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on est arrivé au bout des capacités, des ressources que peut nous donner la planète. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que des pays qui ont pratiqué l'agriculture intensive à mort, comme Cuba, hein, mais comme d'autres, d'une certaine façon, se retrouvent à la fois, il faut le dire aussi, pourquoi, je dirais, il y a un embargo qui les a empêchés d'acheter des pesticides, par exemple. Parce qu'il y a une confrontation avec l'impérialisme. Et du coup, si vous voulez, c'est presque par la force des choses que le socialisme, pour se pérenniser, doit s'installer sur l'indépendance nationale, les capacités, les ressources du pays qui permettent de résister à l'impérialisme. Et comment on fait pour avoir une indépendance nationale? La première chose, c'est de donner à manger aux gens, de leur donner de l'énergie, et donc de se poser les questions qui sont à la base de tout. Nourrir, donc le sol, il est usé, comment on fait? Nourrir tout le monde, alors qu'on est sous embargo, c'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités de faire les trucs luxueux de l'agriculture intensive des pays impérialistes, donc on trouve d'autres solutions. Et quelque part, je donne beaucoup plus confiance à des gens qui ont été même contraints, mais qui ont été convaincus par la force des choses, que par des gens qui font des belles promesses, mais qui en fait se foutent de notre gueule. Vous voyez, en gros, c'est ça l'idée. Et comment on peut faire chez nous alors si on n'est pas contraint par l'embargo et... Je me demande si elles sont là-dessus, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a... Alors, c'est bien que tu poses cette question, parce que... non, je vais peut-être pas vous... Tu peux avoir du sens, tu veux. C'est vrai? J'ai vu une émission il n'y a pas longtemps qui m'a vraiment marqué, qui se passe en France. Et du coup, ça m'a même bouleversé, je vais vous dire la vérité, parce que c'est une émission qui est passée sur France 5 et qui parle de l'agriculture biologique en France. D'accord? Et donc il parle d'un groupe, je vais vous la raconter, non mais laisse David, je vais juste le raconter, ça fait un peu 10 minutes, ça fait un peu beaucoup. T'es sûr? Je vais juste vous donner les références du truc, ce serait peut-être... Sinon c'est en 2 heures. D'accord. Bon, s'il y en a qui veulent rester, je vous le montrerai. Mais je vous le raconte en 2 mots. Il s'agit d'un collectif de jeunes qui ont fait une école d'agronomie, d'accord, qui décident d'acheter une ferme avec des subventions de l'État pour faire de l'agriculture bio. Et donc c'est un collectif d'agronomes, parce que voilà, ils sortent d'une école d'agronomie, et ils se disent, forcément, on va faire du bio, donc on va racheter une ferme qui faisait de l'élevage intensif de viande, et nous, on va faire autre chose. Et du coup, donc ils se mettent ensemble pour produire. Alors tout de suite, on a le modèle que je vous ai décrit à Cuba, c'est-à-dire diversifier. On a un terrain, on va faire plein de trucs. Donc on va faire de la bière, on va faire, je ne sais pas s'ils produisent tout sur place, hein. On va faire du lait, ils ont des vaches, on va faire, donc vous voyez, c'est même pas, on va faire des fruits et légumes. Et puis ils expliquent. Et en fait, c'est bizarre que ça passe comme ça à la télé, parce qu'ils expliquent, oui, nous on est obligé de mutualiser tout, parce que vous voyez, notre copine qui fait du lait, elle gagne de l'argent à mort, puis moi qui fais du pain, c'est la misère. Donc il faut bien se mettre en commun pour gagner tous la même chose, sinon on va se foutre dessus, vous voyez ce que je veux dire? C'est des tensions, quoi. On est presque obligé matériellement de s'organiser en collectif, de se réunir plusieurs fois par semaine, pour savoir qui va faucher, qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va faire la bouffe le midi en faisant des tours de garde. Il y a un mec qui dit, donc ce ne sont pas des fils d'ouvriers, c'est des petits bourgeois, hein, comme beaucoup, comme moi, qui ont fait des études d'agronomie, et qui expliquent, nous on n'est pas des fils d'agriculteurs, les agriculteurs ils n'ont jamais de week-end, ils n'ont jamais de vacances, quoi. Hein, et puis en gros, même il y a quelques décennies, même les enfants ils n'allaient pas à l'école parce qu'il n'y avait pas les moyens, on ne libérait pas suffisamment de temps, voilà. Et donc du coup là, se mettre ensemble, c'est la seule possibilité pour se libérer du temps. Oui, on n'est pas, notre vie c'est pas de produire, voilà, d'être cultivateur H24. On a besoin de week-end, on a besoin de voir nos enfants, etc. Et la seule raison, si vous voulez, que même en Union soviétique, une grande partie des kolkhozes soviétiques en 90 ont refusé de quitter les kolkhozes. Et il a fallu des décennies de politique fiscale
pour obliger les pauvres paysans qui vivaient dans les kolkhozes de sortir et de se remettre dans le privé. Parce qu'eux, ils avaient des vacances, enfin je veux dire, ils avaient il n'y avait pas de loyer à payer, enfin, il y avait plein de choses qui sont très basiques, mais qui expliquent que finalement, c'est un modèle, même s'il a été acquis de façon très difficile en Union soviétique, c'est un modèle qui est supérieur au modèle comment dire, féodal, hein, au modèle féodal. J'ai ma terre et je cultive ce que je veux, etc. Je prends du travail saisonnier avec des gens précaires, etc., de la paysannerie pauvre. Eux, ils disent, voilà, nous on est des fils de profs, on a eu l'habitude, nos parents les a vus, nous on veut que nos enfants ils nous voient, donc on fait des tours de garde, etc. Et, du coup, leur unité de production, ben, c'est un kolkhoz, quelque part. C'est une coopérative, exactement sur le modèle soviétique, sauf à la différence près que eux ils doivent douiller pour il y a un loyer, quoi. Alors que là, c'était pas pareil. À Cuba, c'est pareil, il n'y a pas de loyer. Mais sur les acquis, c'est-à-dire sur l'intérêt de faire ça, contrairement à ceux qui continuent dans l'agriculture intensive à se faire exploiter par des grandes firmes et des machins, on le voit tout de suite l'avantage. En plus, après, eux, ils ont réussi à avoir un petit réseau d'acheteurs, et voilà, et puis même les cultivateurs autour qui trouvent ça pas mal et tout ça. Donc c'est dans la Creuse, donc les problèmes quantitatifs se posent moins. Mais moi, ce que j'aime bien, et en tant que marxiste, je vous dis ça, toute expérience, tout début d'expérience dans un système capitaliste comme le nôtre, où tu vas faire une ferme bio dans un océan de pesticides, d'accord, la France, tu ne peux pas garantir que tes produits soient sans pesticides, on est d'accord. Je veux dire, même d'un point de vue strictement écologique, c'est plus tranquille à Cuba, on sait qu'il n'y a pas de pesticides nulle part, donc ça va mieux déjà. Et en plus de ça, toute expérience, même sans conscience révolutionnaire de la part de ces jeunes, font une expérience révolutionnaire objectivement. Je fais exactement le parallèle entre ça et une usine comme les Fralides dans le sud, qui récupèrent leur usine contre Minevert et qui commencent à produire pour eux en faisant une coopérative. Ben, cette comparaison me semble juste. Il y a un caractère révolutionnaire dans ces initiatives, mais nous, on sait que jusqu'à un certain point, l'État laisse les trucs, parce que c'est bien, il y a du bio, ça marche bien, plus ça nous donne bonne conscience, on a des petites feuilles vertes partout. Mais concrètement, jusqu'à un certain point, si le truc fait vraiment tache d'huile, on sait bien que cette forme de réformisme deviendra révolutionnaire s'il faut que ça continue. Et que la question fondamentale de l'écologie, c'est la question nationale. C'est pas la question d'expérience locale, parce qu'on connaît, on sait, on peut appliquer, c'est assez facile. La question centrale de l'écologie, c'est la question nationale, c'est la question de l'indépendance nationale. Et que cette question est posée à Cuba comme jamais ailleurs. D'accord ? Maintenant, Cuba a son rôle, il ne faut pas oublier, dans comment dire, l'héritage, je dirais, théorique marxiste, l'indépendance nationale est la base sur laquelle on développe l'internationalisme. Pas la négation de la nation, l'internationalisme. C'est la garantie de l'indépendance nationale qui permet de vendre du compost bio à l'Amérique latine, qui permet d'envoyer des agronomes en Tunisie, qui permet d'envoyer des médecins là où il y a des catastrophes. Ça, c'est de l'internationalisme concret, d'accord ? Ce n'est pas des idées. Et ça n'est permis que par un système qui peut investir sur le long terme dans ces éléments-là. Et donc, cette question nationale est clairement stratégique. Et je pense qu'on aurait tout à gagner à retrouver une certaine approche marxiste du sujet, si on passe... Oui, oui. Comment ? Non, je disais oui, mais... Non, mais... Parce que ce que je vous ai dit là, c'est une approche marxiste. C'est une approche qui essaye de trouver la contradiction dialectique en opposition entre une équation qui ne se résout pas ici et une équation qui se résout là-bas. Et que de voir les choses dialectiquement nous permet de comprendre mieux pourquoi Cuba arrive à ça. Et que quand vous voyez n'importe quelle petite émission sur Cuba aujourd'hui en France, à la télé, on va vous dire, après l'effondrement de l'Union soviétique, Cuba a été obligé d'arrêter les pesticides. Et du coup, maintenant, c'est tellement le bordel là-bas, vous voyez dans les villes, ils cultivent des salades sur les trottoirs, et du coup, ils font du bio et c'est sympa. Non. Il y a eu un effort considérable de l'État cubain pour que ça ne finisse pas en catastrophe. Et que cet effort est lié à la structure de cet État. Et à ses capacités donc, législatives, juridiques, ses capacités économiques d'investir,
dans le système éducatif, etc., ce que n'est plus capable de faire un pays impérialiste comme le nôtre, où on supprime, vous voyez, enfin juste un truc, mais même dans l'université aujourd'hui, on supprime des chaires liées à la vie du sol, à la biologie du sol, parce que le credo des agronomes jusqu'à présent, c'est la chimie. On tue tout et on met du NPK. Donc c'est remplacer tout ce qu'il y a dans le sol pour mettre de la chimie. On sait bien que ça ne marche pas. Enfin, ça marche jusqu'à un certain point. Ça ne marche pas après. Et qu'une pensée de long terme, c'est une pensée marxiste pour moi. C'est-à-dire que c'est une pensée qui essaie de planifier, au moins à l'échelle nationale. On ne peut pas faire ça à l'échelle mondiale, parce que ça marche. On ne va pas décider pour les autres peuples. Les Cubains ne vont pas décider pour nous de faire la révolution. Mais enfin, ils sont capables de nous donner si on voulait le faire. Et ça me paraît très important de le rappeler. D'accord? Donc, c'est pas une... Comment dire? Je dis, moi, je suis cash, je dis, je suis marxiste et je vois les choses de cette façon. Je suis matérialiste. Le matérialisme, c'est le fait de voir au-delà de la subjectivité des gens, des bonnes volontés, etc. Je préfère regarder ce qui pousse les gens à faire cette politique, jusqu'à un certain point, que des engagements qu'on a l'habitude maintenant. Voilà. Maintenant, après, en Amérique latine, il y a d'autres expériences. J'ai vu que maintenant, on commence à légiférer. J'ai vu aussi des éléments d'agroécologie au Salvador, où l'État décide de commercialiser des semences qui ne sont pas liées à Monsanto et tout. Mais là, on voit des trucs aberrants, c'est-à-dire que les paysans continuent de planter les deux en même temps. Des maïs Monsanto énormes, et puis en milieu de rangée de petits maïs misquinisés de l'État, voilà, qui sont achetés à bas prix, mais forcément, ce n'est pas les grosses Rolls-Royce de la semence Monsanto, quoi. Et bien sûr, le paysan, lui, moi, c'est pour ça que je dis c'est matérialiste. Le paysan qui voulait qu'il fasse, lui, il faut qu'il mange, hein. Donc c'est pas un méchant parce qu'il achète Monsanto, il est obligé de le faire. Les producteurs de lait aujourd'hui en Europe, ils vont crever si ça ne s'aligne pas sur la suppression des quotas qu'on a décidé à Bruxelles. Tous ces trucs-là, ce ne sont pas les producteurs qui sont méchants, ou qui, voilà. D'ailleurs, souvent, ils se suicident en buvant des engrais ou des pesticides quand ils sont au bout du rouleau. Donc c'est bien qu'ils savent très bien comment... Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Moi j'avais une question. Quel est pour toi l'apport ou l'analyse que tu fais du programme de la France Insoumise au niveau de l'écologie et notamment ce retour d'une volonté de planification? Tu parlais de planification écologique. Qu'est-ce que ça dit de notre prise de conscience et qu'est-ce que ça peut apporter? Je pense que le programme de la France Insoumise est très intéressant de ce point de vue, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le mot planification. Hein, dans un programme, en tout cas dans un programme politique, et planification écologique, ça traduit une double... Je pense que d'ailleurs le positionnement de la France Insoumise par rapport à celui des Verts, qui eux ne posent absolument pas la question nationale, on est d'accord. Eux, c'est vraiment la dimension européenne. Hein, ils l'ont sur leur petit logo. On a deux... Voilà, local, mais local, c'est ça. Mais le localisme, on peut en parler, comme je vous ai dit, des expériences locales. C'est très intéressant, puisque c'est la base sans laquelle rien ne se fera. Mais en même temps, si on reste là, ça devient l'alibi, d'accord, de l'absence de politique à l'échelle nationale. Or, la France Insoumise, par rapport au programme des Verts, est un programme qui tient compte de la dimension nationale et qui est dans une forme de, comment on appelle ça, de protectionnisme, même vis-à-vis des autres pays européens, je veux dire, quitte à remettre en cause les traités, et que ça, c'est une dimension qui me paraît très très importante. C'est pas d'être contre l'Europe, parce que c'est méchant, etc. Non, je veux dire, Cuba n'est pas dans l'Europe, hein, je vous informe, et pourtant, ils arrivent à des résultats. L'Europe n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui se fait de bien, etc. Au contraire, je pense que l'Europe est là où on décide justement des politiques les plus criminelles en termes d'écologie. C'est là où on laisse le glyphosate, c'est là où on permet le low-cost dans le bio. Vous savez, le low-cost dans les cliniques, les serres, là, où on empêche les parasites de rentrer, mais du coup ça coûte un maximum en termes d'énergie, et il faut rentrer en scaphandre et tout. Vous imaginez un peu le non-sens pour un écologiste de rentrer dans un truc pareil. Et ça, c'est permis par l'Union européenne, parce que l'Union européenne a dit au début, je pense que c'est parti d'un truc en Scandinavie, en disant « mais nous on n'a pas de soleil, donc
comment on peut faire du bio alors qu'on n'a pas de terrain, on n'a pas de soleil? Bon, ok, vous allez faire des serres et vous pouvez faire du hors-sol, d'accord. Puis du coup, maintenant, on fait du hors-sol en Espagne, donc en Andalousie. Ça n'a pas de sens. Et donc voilà, vous voyez un peu comment, par la législation européenne, on est dans l'impossibilité d'appliquer ce genre de choses. Et qu'on est obligé de passer par la question nationale avant justement de mettre en œuvre quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça va devenir le paradis ou qu'on va réussir, mais qu'au moins on a résolu cette question de on fait ce qu'on veut sur le territoire et au moins si on veut interdire les pesticides, on le fait. On le fait à cette échelle. Et vous verrez les autres pays que ça marche. Et non pas de dire on va attendre que tous les pays soient d'accord pour le faire, etc. C'est vraiment le non-sens, je trouve, dans ce cas-là, l'Union européenne est bloquante et stérilisante pour ce genre de projet. Et l'autre aspect, alors là par contre on peut être plus critique par rapport au programme de la France Insoumise, c'est qu'elle répond à ce qu'on appelle l'écosocialisme. D'accord? L'écosocialisme, c'est un courant qui essaye de dire, et là on pourra en discuter, hein, mais qui essaye de dire le marxisme. Alors il y a deux choses. Soit qui dit le marxisme a oublié la dimension de la nature et de la protection de la nature. Ils ont parlé que des ouvriers, voilà, et puis toute la tradition communiste a complètement mis à côté la question de l'environnement. Et donc maintenant il faut, on reprend l'héritage marxiste et puis on applique ça aux contradictions qu'on pourrait trouver, y compris dans la nature, dans l'homme qui s'inscrit dans la nature et qui utilise des ressources qui font partie du mode de production, tout ça cadre bien avec l'analyse marxiste. Et c'est vrai. Et ce que je trouve qui n'est pas vrai, c'est que Marx et Engels parlaient déjà de nature. Je ne vais pas vous sortir les trucs, c'est assez facile de retrouver ces citations. Deuxième possibilité, Marx et Engels étaient dans cette dimension de protection de l'environnement et inscrivaient l'homme dans cette nature où il y a des ressources à utiliser, où il faut faire attention à avoir une pensée de long terme, et constataient déjà que le capitalisme était destructeur de la nature d'ailleurs. Mais l'Union soviétique, depuis, est arrivée à contredire tous ces principes, et jusqu'à un certain point, l'Union soviétique était productiviste, etc., et que donc nous, on doit tout remettre les choses à l'endroit. Nous, les écosocialistes, il faut qu'on se rappelle que... etc. Bon, mon point de vue là-dessus est plus nuancé. Je pense que l'Union soviétique a un héritage écologique sur lequel il faut se repencher aujourd'hui. On peut lire certaines publications dans les années 60-70, de gens, de scientifiques occidentaux qui se moquaient des agronomes soviétiques, tellement ils étaient à la ramasse en termes d'agriculture intensive. Ils disaient, mais ils sont fous de ne pas vouloir, de refuser les pesticides, ils sont fous de refuser les engrais chimiques. Et de dire, mais comment ils vont s'en sortir, etc. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle, dans les années 40 et 50, ce qu'on appelle un grand plan de transformation de la nature dans les terres noires du sud de l'Union soviétique, et qui est, à ma connaissance, le plus vaste projet d'agroforesterie, tel que je vous écris tout à l'heure. C'est-à-dire remettre des arbres et revenir à certaines pratiques qui permettent justement de restaurer les sols. La question de l'URSS, enfin, même la Russie a été le pays de la naissance de la pédologie, la science des sols. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus de diversité de types de sols. Et que du coup, matériellement, si vous voulez, c'est les scientifiques qui se sont pensés sur cette question, les plus habilités à le faire à un moment donné, c'était les Russes, hein, même avant la révolution d'octobre. Et du coup, eux, ils avaient une réflexion sur l'agriculture extensive, comment on fait pour cultiver tel type de sol plutôt que tel autre, etc. Et que l'alignement sur le modèle américain intensif, pesticides, engrais, ne s'est fait réellement qu'à partir de Khrouchtchev. Et je vous ai dit que Cuba est arrivé dans cette période et que donc ils sont alignés à un alignement. Et que du coup, ils ont dû sortir d'un truc qui n'était pas dans l'héritage soviétique à la base. Voilà ce que je voulais rajouter, dans le sens où, pour la France insoumise, il y a une négation de cet aspect-là sur l'héritage, disons, marxiste, et y compris même dans ce qui a été appliqué, donc quelque chose sur laquelle finalement il faudrait se pencher avec plus de sérieux, même si on aurait des critiques à formuler sur l'Union soviétique, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a un passé, qu'on ne part pas de rien, et que, objectivement, scientifiquement, politiquement, il faut se repencher sur ces choses qui ont été oubliées, et qui font que
que ça paraît absurde, même que dans les années 2010, les écologistes qui s'intéressent à ces questions disent non, ben Marx, le mouvement marxiste n'a rien à voir avec l'écologie, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Hein, j'espère avoir été clair là, sur cette question. Je vais donner les sources du petit document là. Ça s'appelle Le champ des possibles. Ça c'est le nom de l'émission. Et je pense même que sur comment ça marche? Vous voyez, c'est la 5. D'accord, la 5, le champ des possibles. C'est une longue émission, et à l'intérieur, il y a même, si on va sur YouTube, il y a même la partie, là c'est juste les 10 minutes de la partie qui concerne les mecs qui font, comment dire, qui font leur coopérative. Avec le caractère du... Ils font toutes. Donc pour l'instant, ce serait impossible à faire. Et... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas des méchants colcosiens. On nous a mis à la base, on partage tout est mélangé, toutes les relations qu'on a, etc. Mais je pense que c'est la force à la base, ouais, c'est qu'on est bienveillant, mais ça se travaille aussi. C'est pas tout cuit parce qu'on est amis. Il y a pas mal de personnes qui ont dit que ce serait impossible à faire et que de toute façon, voilà, ça capoterait, on ne s'installerait pas ou ça exploserait. Et donc là, on voit que ça s'installe et qu'on arrive à concrétiser notre projet. Donc pour l'instant, voilà, on ne tire pas de grandes conclusions parce qu'on s'est installé il n'y a pas très longtemps, mais pour l'instant, ça fonctionne à partir du moment où on en prend soin et on attache du temps aux relations. C'est là qu'ils ont eu 80 hectares, un pays ici. Ils produisent du lait de porc. Charline a 28 ans, un bac plus 5 et des parents qui ne sont pas agriculteurs. Est-ce que tu te serais installée, est-ce que tu serais devenue éleveuse laitière sans être dans un collectif? C'est la grande question. C'est la grande question parce que on s'est vraiment lancé, du moins en vache, en découvrant au fur et à mesure. On a fait quelques stages avant, mais on s'est lancé à la découverte, quoi. Et c'est facile, je l'aurais fait, ou alors ça aurait été plus dur, je pense. Vu tout ce que ça m'apporte d'être en collectif, enfin toute la souplesse que ça apporte en laitier, ça fait les bons côtés, quoi. Ces paysans pleins de pragmatisme ont fait de l'entraide et de la mutualisation des machines les piliers de leur ferme. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez, ma belle, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Justine est chevrière. C'est pas la peine. Et tu veux bien fermer les tournevis, s'il te plaît? Oui. Clémence, elle, élève les cochons et n'y connaît pas grand-chose aux chèvres. Attends. Pardon. Il faut y aller tout doucement, il y a des énormes manettes en crayon. C'est monter les chèvres. Il va s'occuper de tous les animaux pendant que nous on sera en week-end. Donc ça nous offre qu'il change aussi. Allez. L'animal-là que je voulais travailler, week-end, rien que ça, non. Ces jeunes parents n'envisagent pas de tout sacrifier pour leur métier. Au sein du collectif, on est très peu à avoir des parents agriculteurs. Donc on a connu, je pense, une vie de famille avec des vacances, avec des week-ends, avec des parents qui sont là. Et je pense qu'on a eu envie de s'installer en agricole en gardant cet esprit que on peut avoir une activité professionnelle tout en ayant du temps personnel, familial, et c'est super agréable. Des cakes avec carottes, courgettes, choux pointus, choux-fleurs. On est combien du coup? Là, on est nombreux. Bon, je vous passe les moments. Voilà, donc j'arrête. Je voulais juste en profiter pour faire un petit peu de publicité. Voilà, je ne l'ai pas fait au début, mais enfin, sachez que j'ai publié un livre il y a 2 ans qui parle de marxisme et de biologie. Donc c'est pas exactement le même sujet, qui s'appelle « Évolution, la preuve par Marx ».
c'est un livre qui est sorti aux éditions Delga et devrait sortir dans les prochaines semaines un livre donc, que j'ai écrit aussi l'année dernière en fait, qui s'appelle L'écologie réelle, une expérience soviétique et cubaine. D'accord? Et donc, toujours aux éditions Delga, vous verrez le truc sortir d'ici quelques semaines. Là, c'est en voie de, comment on appelle ça, de mise sous presse, vous voyez. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez des éléments plus factuels, non seulement sur Cuba, mais aussi en particulier quelque chose beaucoup moins connu aujourd'hui, sur l'histoire agricole de l'Union soviétique. Voilà, je vous remercie.